Alors nous allons poursuivre cette journée et nous avons l'honneur d'accueillir Madame Catherine Sueur, qui est la chef du service de l'inspection générale des finances et qui nous fait le plaisir de nous accorder un entretien où on va aborder le rôle central dans la conduite de revue des dépenses de ce corps de contrôle qu'est l'inspection, probablement corps le plus prestigieux de notre administration. Alors, je vous présente rapidement Catherine Sueur. Vous êtes polytechnicienne et énarque. Vous intégrez l'IGF en 2003 avant de prendre le poste d'administratrice générale adjointe du Louvre entre 2007 et 2011. Vous avez été secrétaire générale du groupe Le Monde entre 2011 et 2012, puis directrice générale adjointe de Radio France entre 2012 et 2015, puis de l'assistance publique des hôpitaux de Paris entre 2017 et 2018, avant de devenir présidente de Télérama, poste que vous quittez au printemps 2022 pour prendre vos fonctions actuelles. Alors, pour démarrer cet entretien, j'aimerais vous poser une première question sur la place de l'inspection générale, donc, que vous dirigez, qui a un rôle central dans les différents exercices de revue des dépenses menés en France dans les 20 dernières années. Et j'aimerais savoir comment l'IGF continue aujourd'hui de s'impliquer dans cet exercice, dans ce dispositif. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse d'être là et merci à l'IGPDE de m'avoir d'abord d'avoir organisé cette journée et de m'avoir invitée. Et puis sur ces rencontres de la gestion publique, je me sens aussi particulièrement impliquée parce que, comme vous venez de le dire dans mon parcours, même si j'ai travaillé dans le secteur privé, moi j'ai fait toute ma carrière finalement dans les opérateurs. Et du coup, quand on dirige un musée, une radio, la PHP, la gestion publique, c'est quelque chose qu'on met en œuvre au quotidien. Et c'est vraiment intéressant pour moi, à ce moment-là de ma carrière, de revenir à l'Inspection générale des finances, qui est un service à la disposition du ministre de l'économie et des finances, mais également de la première ministre, qui répond à des questions que le gouvernement se pose en matière de politique publique et de gestion publique. Et donc, effectivement, sur les revues de dépenses, c'est un peu l'ADN, finalement, de l'Inspection générale des finances, initialement un service de contrôle, mais qui aujourd'hui voit son activité de contrôle assez résiduelle au regard effectivement de toutes ces missions de conseil, d'évaluation que nous faisons. Donc historiquement, quand il y a eu les premiers exercices type RGPP ou MAP, j'ai un doute sur le M de MAP, la modernisation de l'action publique, pardon, l'Inspection générale des finances a toujours été partie prenante de ces exercices. Et moi, je considère que dès lors que notre rôle, c'est effectivement de contrôler le bon emploi des deniers publics, mais également effectivement de s'interroger sur les bonnes modalités de la gestion publique, c'est essentiel que l'Inspection générale des finances soit partie prenante. Donc dans l'exercice qui a été lancé maintenant il y a plus de 6 mois, on a été extrêmement mobilisés. On a été mobilisés d'abord parce qu'on a fait une mission transversale dont Mélanie Joder vous a peut-être parlé ce matin parce qu'elle sera, je pense, largement utilisée, je l'espère. En tout cas, c'est dans ce but que nous l'avions fait dans le rapport que le gouvernement présentera au Parlement. Sur la méthode, sur comment on fait des revues de dépenses, comment on cible finalement les politiques publiques auxquelles on doit s'intéresser, comment on travaille, comment on associe les parties prenantes, on y reviendra probablement dans la suite. Et puis, une des raisons pour lesquelles effectivement c'est assez naturel pour nous à l'Inspection générale des finances d'intervenir sur ce type de sujet, c'est puisqu'on a une compétence interministérielle très large. Aujourd'hui, l'Inspection générale des finances, un quart de nos missions sont stricto sensu sur le champ Bercy et finalement les 3 autres quarts ont vocation à traiter l'ensemble des politiques publiques. Donc après, en termes de méthode, finalement, pourquoi on fait appel à l'Inspection générale des finances? Finalement, on fait appel à nous au-delà de nos compétences, au-delà de notre ADN sur la bonne gestion publique. On fait appel à l'Inspection générale des finances, je pense, pour 2 choses qui sont extrêmement importantes sur les revues de dépenses. La première, c'est que notre métier, la façon dont on est formé quand on est inspectrice ou inspecteur des finances, c'est objectiver les faits, faire des constats très rigoureux en se déplaçant sur le terrain. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est-à-dire que notre rôle, c'est vraiment de passer d'une approche micro à une approche macro. Et quand on nous pose une question de politique publique ou comment faire des économies sur tel ou tel sujet, l'important, c'est effectivement d'aller voir ce que pensent les cabinets, les directions de l'administration centrale, mais également d'aller
à la maille du terrain, dans tel centre de formation des apprentis, dans telle direction départementale, vraiment d'essayer d'aller au plus proche du terrain. Et c'est une méthode auquel on est extrêmement attaché, qui fait que sur chacune des missions de l'Inspection générale des finances, on rencontre une centaine d'interlocuteurs. Et puis le deuxième élément de méthode que je voulais partager avec vous, c'est aussi qu'on essaie d'être toujours dans l'innovation, c'est-à-dire de porter un regard neuf sur les politiques publiques. C'est une question qu'on me pose souvent quand on s'intéresse à rejoindre l'Inspection générale des finances. Les gens ne sont pas spécialisés en l'Inspection générale des finances et j'y suis assez attachée parce que finalement, cette façon de travailler sur l'objectivation des faits, une fois qu'on a acquis cette méthode, on peut l'appliquer et la dupliquer sur un grand nombre de politiques publiques. Et j'espère que sur ces revues de dépenses, on essaie bien sûr de faire des constats rigoureux, de se poser la question du bon vraiment de telle ou telle politique publique, mais essayer d'après d'avoir des idées. Et plutôt que de faire, et on en a parlé, peut-être certains d'entre vous ont-ils pu assister ou suivre les recensions dans la presse sur les assises des finances publiques. Il y avait un représentant du bureau de la gestion publique du Canada qui parlait de la hache. Et donc effectivement, je pense que dans ce type d'exercice, ce qui fait peur à tout le monde, c'est le rabot uniforme de dire bon, bah, finalement on va couper les dépenses. Et donc j'espère que dans la méthode qu'on utilise à l'IGF, on essaie quand même d'avoir un regard neuf, d'innover et d'aller au-delà de bah, finalement on va faire moins de tant de pourcents de crédit uniformément sans se poser finalement la question du bien fondé des économies. Puis peut-être dire une dernière chose sur notre façon d'intervenir, qui est quand on intervient souvent avec nos collègues des autres inspections générales. Là, ça a été le cas sur ce premier exercice. Il y a eu un certain nombre de missions dont le ministre a parlé d'ailleurs hier sur les politiques de l'emploi notamment, que nous avons menées avec l'inspection générale des affaires sociales conjointement, avec qui, ce qui nous permet vraiment de mixer aussi les regards et les analyses. Merci beaucoup. Alors, vous avez commencé à l'évoquer un tout petit peu, mais quels sont les facteurs clés que vous identifiez comme des facteurs de réussite de cet exercice ? Alors, il y a une grande documentation quand même sur les revues de dépenses et sur comment il faut s'y prendre. Moi, je voulais peut-être auprès de vous insister sur 3 choses qui sont fondamentales. Et j'espère ne pas dire des choses différentes de ce qu'a pu vous dire Mélanie Joder ce matin. La première chose, c'est un portage politique très fort. C'est-à-dire qu'au moment où on se dit, et j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous êtes tous préoccupés par la situation des finances publiques. On en a longuement parlé hier. On a quand même un ratio de dette sur PIB qui est quand même très préoccupant. On va bientôt arriver au moment où la charge de la dette va être la première dépense du budget de l'État. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un portage politique fort. Et je pense que hier, quand le ministre a présidé ces assises des finances publiques, conclues par la Première ministre, on a pu montrer finalement que la question du redressement des finances publiques, la nécessité de réinterroger un certain nombre de dépenses publiques, doit être portée politiquement. Ça, c'est vraiment le premier facteur clé de succès pour moi. Il y a un deuxième facteur clé sur lequel, en France, on n'est pas toujours à l'aise, c'est l'association des parties prenantes. On l'a vu hier avec la question des collectivités locales. Mais ce qui est important, et on l'a vu également sur une mission qui a été évoquée également par le ministre hier sur la taxation sur le gazole, par exemple, c'est comment on décide des choses en essayant de voir les fédérations professionnelles concernées, les administrations concernées, les services publics concernés, les collectivités locales concernées, les organismes de sécu concernés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a une méthode de revue de dépenses qui pèse principalement sur les inspections générales. On pourrait quand même s'interroger sur une façon de travailler où finalement les parties prenantes, nous, on essaie de les associer en les interrogeant, en allant les voir, en essayant de comprendre leurs problématiques. La question, c'est comment on maintient cette association et qu'elles sont pleinement parties prenantes à défaut de la décision, au moins du constat. Puisque la décision, je pense qu'elle revient aux politiques. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est le lien avec le processus budgétaire. Je pense que vous avez tous en tête la RGPP, et une des choses qui a été très compliquée sur la RGPP, c'est que finalement on a mené ces exercices de RGPP de manière complètement disjointe
de l'exercice d'élaboration du budget. Et là, on est aussi dans un calendrier qui me semble très intéressant, puisque là, on vient de rendre un certain nombre de ces revues de dépenses. On va commencer les arbitrages budgétaires et on pourra présenter au Parlement, finalement, à la fois les revues de dépenses, le budget proposé par le gouvernement, et du coup essayer de faire un lien entre les deux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut assumer, c'est-à-dire de dire quand on questionne la dépense publique, c'est finalement à des fins budgétaires, et le budget, c'est quand même un très très grand exercice démocratique, et un moment important pour la vie de notre pays, et c'est important que les questions relatives aux économies soient évoquées à ce moment-là, sinon on ne prend jamais les décisions qui fâchent. Alors, une petite dernière question qui fait un petit peu la transition avec la table ronde qui va suivre. Comment, selon vous, associer les citoyens à cet exercice dans un but aussi de transparence et comment informer aussi les citoyens? C'est une question compliquée. C'est un peu la même question que sur les parties prenantes, je pense. Je pense que la première chose, c'est d'essayer quand même de partager avec les citoyens le constat de la nécessité d'avoir quand même des finances publiques saines. On avait hier un débat sur... Enfin, la dernière fois que le budget de l'État a été à l'équilibre, c'est en 1975. Et vraiment, ça c'est quelque... Oui, je vois des... Ouais, moi, j'étais née, mais pile. C'est comme ça que je m'en souviens, d'ailleurs. Et je pense que la première chose, c'est d'essayer de comprendre comme le citoyen le sait sur son revenu et la façon dont il organise sa vie personnelle, c'est finalement que le budget de l'État, il y a un ensemble de recettes, il y a un ensemble de dépenses, et que quand même, dans l'idéal, il faut quand même que les recettes couvrent les dépenses. Donc je pense que la pédagogie autour du fait que le budget de l'État n'est pas un puits sans fond, que certes, et c'est normal, et il faut l'assumer quand il y a des moments de crise, comme on l'a vécu sur le Covid, comme on l'a vécu sur la crise ukrainienne. C'est normal, effectivement, d'avoir une politique contracyclique et que finalement, des dépenses publiques prennent le pas. Néanmoins, la première chose, je pense qu'il faut expliquer aux citoyens, c'est qu'on ne peut pas vivre à crédit et que finalement, dans l'univers européen, enfin dans l'environnement européen, pardon, on voit que la France est quand même en train de devenir parmi les derniers de la classe. Donc je pense qu'il y a ce premier point qui est important. Il y a un deuxième point qui est important et qui, je pense, en ce moment est une opportunité, c'est de faire comprendre aux citoyens qu'on a des besoins énormes, et on le sait sur la transition écologique. Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz ont rendu récemment un rapport montrant l'énorme besoin d'investissement, y compris public, qu'il faut faire pour assurer la transition écologique. Et du coup, il y a une sorte de pédagogie pour dire finalement, on ne peut pas vivre à crédit éternellement. Il y a par ailleurs des nouveaux défis qui se présentent à nous. Donc, effectivement, il faut qu'on fasse des revues de dépenses. Après, sur la transparence vis-à-vis des citoyens, moi, c'est toujours une question qui est pas simple quand on est, comme moi, chef du service de l'inspection générale des finances, parce que il y a un temps de la réflexion et un temps de la décision politique. Et finalement, ce qui est pas toujours simple, c'est ce qui relève du temps de la réflexion nécessaire du gouvernement, de l'analyse, de la réalisation de constats, qui n'est pas forcément public, et puis un temps où la décision devient publique et où tout ce qui a permis peut-être de prendre cette décision doit être effectivement communiqué aux citoyens. Et cet équilibre, on le voit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, n'est pas toujours très simple, parce qu'il y a une demande très très forte de transparence des citoyens, mais néanmoins, c'est aussi normal finalement que le gouvernement garde par-devers lui tout ce qu'on appelle d'ailleurs, au terme de la loi CADA, des actes préparatoires à la décision. Donc il faut trouver ce bon équilibre, je pense, entre travailler et se laisser le temps finalement de la concertation, du travail et le temps de la transparence. Merci beaucoup. Alors on a peut-être le temps pour une ou deux petites questions courtes, si jamais, pour ne pas vous frustrer. Oui, Daniel Lamarque. L'inspection des finances a fait beaucoup de rapports pour la MAP, pour les revues de dépenses ancienne version, pour d'autres objectifs sur les dépenses fiscales, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner, avec peut-être un ou deux exemples en matière de logement ou ce que vous souhaitez, la généalogie d'un rapport et comment ça va arriver jusqu'à la revue de dépenses à des fins de décision? Combien d'années faut-il? Combien de salives ou d'autres ou de rapports faut-il pour que des travaux que vous avez faits, qui seraient peut-être prêts à l'emploi, arrivent au stade de la décision budgétaire?
Alors, moi, je pense qu'il y a toujours un biais de sélection quand on pose ce type de questions, parce que par définition, les missions, quand elles arrivent à l'inspection générale des finances, c'est souvent parce qu'elles sont compliquées et qu'on a besoin justement d'une analyse. Donc, le fait que nos rapports soient parfois mis en œuvre de manière très longue, c'est aussi parce que les questions sont compliquées. Moi, j'étais effectivement, vous l'avez rappelé, il y a 20 ans à l'inspection générale des finances. Je partageais mon bureau avec un inspecteur qui faisait un rapport sur le prélèvement à la source, qui était déjà, je crois, le 2e ou le 3e rapport. Et c'était, je crois, en 2005. Et finalement, on voit qu'on y arrive 15 ans après. Mais en fait, il y a des raisons objectives à ça. C'est d'abord, c'est très compliqué, les systèmes d'information n'étaient pas prêts, il y a quand même eu tout un caractère préparatoire. Donc, ma première réponse, c'est de dire la décision publique, il faut qu'elle mature, et parfois, objectivement, entre l'adhésion des citoyens, on vient d'en parler, les systèmes d'information, etc. Donc, voilà. Après, il y a des décisions, et on en parlait sur la transition écologique, par exemple, qui sont objectivement compliquées. Aujourd'hui, on a écrit un rapport, le ministre l'a évoqué hier rapidement, sur les dépenses fiscales brunes. Très concrètement, donc ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est effectivement les différentes crédits, réductions d'impôts au profit de tel ou tel, ou taux réduit d'impôt au profit de telle ou telle profession, et dont on sait effectivement que leur impact sur la transition écologique est négatif. Très concrètement, c'est des décisions qui sont compliquées. On a eu un historique ces dernières années sur le gazole, par exemple, sur les taxes sur le gazole, qui sont difficiles. Donc, mon deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a aussi des choix politiques extrêmement difficiles à porter, et il ne faut pas nier non plus, sur le taux réduit sur le gazole, par exemple, pour les agriculteurs, qui est très 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 bas, hein, par rapport, je pense qu'on est à 3 € du l'hectolitre ou quelque chose comme ça, versus 50 € le taux normal. Donc on est sur des taux réduits très 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 réduits. Néanmoins, on est sur un secteur extrêmement sensible, soumis à la concurrence internationale, où les revenus des agriculteurs sont quand même très très faibles. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des dépenses publiques qu'il faudrait, pour tout un tas de raisons, couper, mais il y a plein de facteurs politiques objectifs qui expliquent qu'on ait du mal à prendre la décision. Et puis après, il y a aussi des choix politiques. Hein. Je ne suis pas une grande spécialiste du logement, mais sur le logement, il y a effectivement des choix qui sont faits dans un sens ou dans l'autre, qui m'appartient pour le coup pas de juger. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Mais le suivi des rapports est un sujet de préoccupation pour moi, effectivement. Mais la plupart de nos rapports sont quand même mis en œuvre. Et franchement, quand ils ne le sont pas, c'est parce que politiquement c'est compliqué, parce que c'est long, parce qu'il faut le temps de la maturation de la décision publique, je pense. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait une petite question, mais sinon... Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. C'était extrêmement éclairant. Merci beaucoup.